Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter quelques notions d'arithmétique. Je vous rappelle que ces sciences ne remplacent en aucun cas les leçons faites en classe. On va essayer de partager donc cette science-là en 4 paragraphes. PGCD, première entrée, PPCM et inverse modulaire, ensuite quelques applications. Voilà quelques notions d'arithmétique. On va commencer par un prérequis, ce sont des petits résultats que nous devons acquis pour donc définir ces nouvelles notions. Donc un petit prérequis, bon, premier paragraphe, PGCD de 2 entiers. PGCD de 2 entiers non nuls. Un prérequis. Ce sont deux connaissances que nous devons avoir pour définir notre nouvelle notion. Alors on sait que si on prend A et B, 2 entiers naturels, 2 entiers plutôt relatifs non nuls, on sait que A et moins A ont les mêmes diviseurs, donc l'ensemble des diviseurs de A c'est le même que l'ensemble des diviseurs de moins A. Alors là on peut déduire que l'ensemble des diviseurs de A c'est le même que l'ensemble des diviseurs de la valeur absolue de A. De même aussi, donc l'ensemble des diviseurs de B, donc c'est égal à l'ensemble des diviseurs de moins B, donc l'ensemble des diviseurs de A, c'est égal à l'ensemble des diviseurs de B plutôt, est égal à l'ensemble des diviseurs de la valeur absolue de B. Ainsi, l'intersection de ces deux ensembles, l'ensemble des diviseurs de A, l'ensemble des diviseurs de B, c'est le même que l'intersection de deux ensembles, l'ensemble des diviseurs de B et l'ensemble des diviseurs de valeur absolue de B et l'ensemble des valeurs de diviseurs de la valeur absolue de A. Et vous voyez donc cette remarque est très importante, vu que, voilà, on a défini donc en 3e année le PGCD de 2 entiers naturels comme étant les plus grands diviseurs communs de A et B. Et alors là, voilà, donc on va donc élargir donc cette étude-là aux entiers relatifs non nuls. Et donc d'après ce petit résultat, donc toujours pour chercher les plus grands diviseurs communs de 2 entiers relatifs A et B, donc ça revient à chercher aussi les PGCD de 2 entiers naturels non nuls. Donc d'après cette petite remarque, on peut donner donc la définition du PGCD, donc définition du PGCD de 2 entiers relatifs non nuls. Donc si je prends A et B, 2 entiers relatifs non nuls, on définit le PGCD de A et B, c'est le PGCD de la valeur absolue de A, valeur absolue de B. Et voilà, donc d'après cette définition-là, donc les propriétés que nous avons faites en 3e année concernant le PGCD de 2 entiers naturels restent valables donc pour les entiers relatifs. Voilà quelques conséquences de cette définition, donc des conséquences et propriétés. Ces propriétés, nous avons déjà démontré en 3e année, donc on ne va pas le refaire. Donc si je prends toujours, donc on va prendre des entiers relatifs non nuls. Donc si je prends D, c'est le PGCD de A et B, ça c'est équivalent. D, c'est un diviseur de A, donc D divise A et D divise B. Et donc tout diviseur, tout entier divisant A et B divise D. C'est-à-dire D, c'est le plus grand de tous les diviseurs communs de A et B au sens de la division. Donc D, c'est un diviseur commun, donc D divise A et D divise B. Ensuite, tout entier divisant A et B, il divise D. Ensuite, quelques cas particuliers, par exemple, le PGCD de A et 1, ça c'est 1, le PGCD de A et A, ça c'est la valeur absolue de A, puisque ça c'est
les PGCD de la valeur absolue de A, valeur absolue de A, et ceci, donc, on a vu en troisième année, bien sûr, et voilà, c'est A. C'est la valeur absolue de A. Donc, le PGCD de AA, c'est la valeur absolue de A. Ensuite, si A divise B, alors, PGCD de AB, celui-même, on a dit que c'est le PGCD de la valeur absolue de A, la valeur absolue de B. Et dans ces cas-là aussi, puisque A divise B, donc on a la valeur absolue de A divise la valeur absolue de B. Donc le plus grand diviseur commun, c'est la valeur absolue de A. C'est la valeur absolue de A. Ensuite, on a aussi, donc, PGCD de A, B, c'est le même que le PGCD de B et A. Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, si on vous demande, par exemple, de chercher les diviseurs communs de deux entiers, il suffit de chercher les diviseurs de leur PGCD. Donc, les diviseurs communs, voilà, donc l'intersection, diviseur commun de A et B, c'est l'intersection, c'est l'ensemble des éléments de cet ensemble-là, intersection des ensembles des diviseurs de A et B. Ça, c'est le même que les PGCD, c'est l'ensemble des diviseurs de leur PGCD. Voilà, ensuite, donc on a vu, donc, si on prend K, un entier relatif quelconque, alors PGCD de A et B, K fois A, K fois B. Voilà. Ça, c'est aussi, c'est valeur absolue de K, A, valeur absolue de A, bien sûr, et valeur absolue de K, B. Et ça, c'est, bien sûr, on revient au résultat vu en troisième année. On a démontré ce résultat en troisième année lorsqu'on a remarqué que les PGCD deux entiers naturels non nuls, c'est les derniers restes non nuls de la suite de division euclidienne dans l'algorithme d'Euclide. Donc celui-là, c'est la valeur absolue de K fois les PGCD de valeur absolue de A, valeur absolue de B. Or, le PGCD de valeur absolue de A, valeur absolue de B, comme la remarque déjà faite, c'est donc valeur absolue de K fois PGCD de A et B. Bien. On va traiter un petit exercice. De même aussi, bien sûr, on peut, comme ici, donc, on a cherché les PGCD de deux entiers. D'accord, on peut chercher les PGCD aussi de plus que deux entiers, d'un nombre fini d'entiers relatifs non nuls, en les prenant deux par deux. Bien, un petit exercice qui est très important, celui-là, par la suite. Si je prends A est égal à B, Q plus alpha, avec alpha c'est un entier quelconque, entier non nul, on prend A et B aussi sont des entiers relatifs non nuls. Alors on va montrer que le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et alpha, et ce résultat c'est très important. Et d'ailleurs, donc on a utilisé ces résultats-là donc en troisième année pour chercher, donc ou bien pour vérifier que le PGCD des deux entiers naturels non nuls, c'est les derniers restes non nuls dans la suite des divisions euclidiennes de l'algorithme d'Euclide. Donc voilà qu'est-ce qu'on va faire ici. Donc on va poser par exemple, on pose D, c'est le PGCD de AB, et D', c'est le PGCD de B et alpha. Voilà. Donc on a D, c'est le PGCD de A et B, D divise A, et D divise B, puisque c'est un diviseur commun. Donc celui-là, ça implique, puisque D divise A et D divise B, donc D divise A moins B fois Q. Donc, propriété d'un diviseur. Donc, un diviseur, donc s'il divise deux entiers, il divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers-là. Or, A moins B fois Q, c'est alpha. Donc, ça implique ici que D divise alpha. Donc, qu'est-ce qu'on aura dans ce cas-là? Donc, on a eu que D, donc ainsi, on a vérifié d'abord que D divise B. Voilà, c'est une hypothèse celle-ci. Ensuite, on a D divise alpha. Donc, on vient de vérifier ceci. Alors là, donc, celui-là, ça entraîne que D divise BQ plus alpha. Or, BQ plus alpha, c'est A. Donc, ça implique que D divise... Donc, on a commencé par D divise A, D divise B. Donc, D divise alpha. Et on a D divise A, alors D divise B, D divise A et D divise B. Donc, on a vérifié que D divise alpha, et on a aussi D divise B, donc D divise B plutôt. On a vérifié ceci. Donc on a D divise alpha, et auparavant on a D divise B, donc ça implique que D divise les PGCD de B et alpha, donc D divise D'.
Ensuite, inversement, maintenant, si on a des primes, c'est les PGCD de B et alpha. Donc, D' divise B et D' divise alpha. C'est un diviseur commun de B et alpha. Donc, on veut montrer que D' divise D pour avoir l'égalité là. Alors, on a D' divise B. Il reste à vérifier que D' divise A. Or, A, c'est BQ plus alpha, donc combinaison linéaire. Donc, D' divise B fois Q plus alpha, qui est égal à A, ceci. Donc, ça implique que D' divise A. Donc, voilà qu'est-ce qu'on a eu. On a D' divise B. Et on a aussi vérifié que D' divise A. Donc, on a D' divise B et D' divise A. Donc, D' divise PGCD de A et B. C'est-à-dire D' divise D. Donc, D et D' sont deux entiers naturels non nuls. Chacun d'eux divise l'autre. D divise D' et D' divise D. Donc, D est égal à D'. Donc ainsi, on a D et D', ce sont deux entiers naturels non nuls. PGCD c'est un entier plutôt strictement positif, c'est un entier naturel non nul. Ensuite, et D divise D' et D' divise D, ça c'est équivalent même que D est égal à D'. Donc ainsi, d'où donc le PGCD de AB est égal au PGCD de B alpha. Donc c'est un résultat qui est très important, très utilisé dans les exercices. On va le prendre donc comme étant du résultat. Donc on va retenir ce résultat. Retenons ce résultat. Donc si on a A, B et alpha sont deux entiers relatifs non nuls. Donc A est égal à BQ plus alpha. Donc si A est égal à BQ plus alpha, ceci ça entraîne que le PGCD de AB est égal au PGCD de B alpha. Voilà, c'est un résultat qui est très important. Bon, l'une des applications de ceci, on va faire une application. Exemple. Bien, on va prendre A égale 2n plus 1, B égale n moins 5, avec n, c'est un entier relatif. Donc, la question, c'est déterminer le PGCD de A et B. Déterminer PGCD de A et B. On va utiliser donc le résultat précédent. Selon n, bien sûr. On va déterminer le PGCD de A et B selon les valeurs de l'entier relatif n. Voilà, ici, bien sûr, il suffit de remarquer que on va chercher une relation, on va l'écrire donc sous cette forme, vous voyez, on va chercher les alpha, donc vous remarquez que A, par exemple, moins 2B égale, donc on remarque que A moins 2B, vous voyez, si on fait les calculs, on va éliminer, bien sûr, ici l'entier relatif n, donc A moins 2B, c'est égal, voilà, 1 plus 10, c'est égal à 11, d'accord, donc ça c'est équivalent que A est égal à 2B plus 11. Donc, vous voyez que, voilà, c'est de la forme. On veut chercher donc PGCD de A et B, comme ici. Voilà. Donc, on a écrit donc A sous cette forme. C'est pas forcément la division euclidienne celle-ci. Donc, alpha, c'est un entier quelconque. Vous voyez, A est égal à 2B plus 11. Donc, d'après ce qui précède, donc ainsi, le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et 11. Voilà. PGCD de B et 11. PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et 11. Et voilà le PGCD de B et 11. Or, donc, PGCD de B et 11, donc c'est un diviseur commun d'abord de B et 11. Or, on sait que 11 est un nombre premier, bien sûr, donc les seuls diviseurs positifs de 11, ce sont 1 ou 11. Donc, le PGCD de B et 11, ce sera ou bien 1 ou bien 11. Donc, 11 ici. Donc, on va dire ici, or,
L'ensemble des diviseurs de 11, c'est 1 et 11. Ensuite, les autres, les négatifs aussi. Donc, dans n ici, c'est dans n. Voilà. Puisque nous intéressons les PGCD ici, les PGCD, c'est un entier naturel non nul. Donc, on s'intéresse uniquement aux diviseurs positifs. Donc, ainsi, donc le PGCD de A et B qui est égal au PGCD de B et 11. Donc, c'est égal, celui-là, donc c'est égal ou bien 11 ou celui-là, ou 1. C'est égal à 11 ou 1. On va chercher quand est-ce, selon les valeurs de n, quand est-ce que donc le PGCD c'est égal à 11 et quand est-ce que aussi le PGCD c'est égal à 1. Donc 11 par exemple, donc on va dire que le PGCD de B est 11 égal à 11, ça c'est équivalent quoi ceci? Équivalent bien sûr puisque 11 c'est le plus grand diviseur de 11, plus grand diviseur positif de 11. Ensuite, donc le PGCD est égal à 11, donc si seulement si 11 divise B. Donc si seulement si, donc ça c'est 11 divise B. Ça c'est équivalent que B, on va l'écrire en congruence, en utilisant la congruence. Donc congru à 0, modulo, je vais utiliser cette notation, modulo 11, et ça c'est équivalent. B maintenant c'est n-5. Donc n-5 c'est congru à 0 modulo 11. Ça c'est équivalent que n est congru à 5. N congru à 5 modulo 11. Voilà, donc les PGCD de A et B est égal donc, à 11, si seulement si n est congru à 11 modulo 11. D'accord? Donc ainsi, donc en conclusion maintenant, donc conclusion. On va effacer ici. Donc, si n est congru à 5 modulo 11, alors le PGCD de A et B c'est égal à 11. Si n n'est pas congru à 0, n-5 n'est pas congru à 0 modulo 11, c'est-à-dire n n'est pas congru à 5 modulo 11, alors le PGCD c'est différent de 11, alors ça sera 1, puisque le seul cas, ce sont 11 et 1. Donc ainsi, si n est congru à 5 modulo 11, alors PGCD de A et B égale à 11. Donc, sinon, c'est-à-dire si n n'est pas congru à 5 modulo 11, alors PGCD de A et B est égal à 1. Voilà donc une application donc, intéressante ici. Donc un autre exemple, vous allez le faire chez vous, on va les corriger la prochaine fois. Donc un autre exemple. La même chose ici, de prendre A est égal à n moins 2 et B est égal à 3n plus 1, avec n est un entier relatif, donc déterminer PGCD de A et B selon les valeurs de n, selon n, selon l'entier. Mais il y a une autre application donc, de ces résultats, qui est très important, on a dit là, c'est comment vérifier par exemple l'égalité de deux PGCD. Donc un autre exemple, égalité de deux PGCD. Égalité de deux PGCD. Égalité de deux PGCD, on va commencer par énoncer les questions. Donc on prendra A et B, ce sont deux entiers naturels non nus. D'accord? X et Y sont des entiers définis en fonction de A et B, c'est X égale à 7A plus 5B, Y égale à 4A plus 3B. La question c'est montrer que PGCD de X, Y égale PGCD de A et B. D'accord? Il y a une première méthode. On va utiliser le résultat précédent. On va utiliser le fait que, voilà, si on a donc A est égal à BQ plus alpha, alors PGCD de A et B c'est égal à PGCD de B et alpha. Donc on va partir de X, on va essayer d'écrire X en fonction de Y. Donc vous remarquez que ici on a 7A, ici 4A, donc on remarque que X qui est égal à 7A
plus 5b. Donc ceci, on peut l'écrire dans 4a. On fait apparaître donc les y. C'est 4a plus 3b. Voilà. Fois 1 plus ce qui reste ici. Donc on a 7a ici, c'est 4a, donc c'est 3a. 5b ici, on a pris 3b. Donc c'est plus 2b. Vous voyez? Donc ça, c'est égal à y plus ces nombres. Voilà, donc d'après ce qui précède, le PGCD de x, y, c'est le PGCD de y et ces nombres-là. Donc ainsi, le PGCD de x, y, c'est le PGCD de y et 3a plus 2b. Bien, on va terminer, on va poursuivre ces procédures. On va écrire maintenant y en fonction, donc on a y égale 4a plus 3b. Et on va l'écrire en fonction de 3a plus 2b. Donc ici, c'est 3a plus 2b plus ce qui reste. Il reste ici, c'est a, puisqu'on a 4a ici, 3a. Ici, on a 3b, on a pris 2b, donc plus b. Voilà. Donc le PGCD, d'après aussi, on applique autrefois donc, le résultat précédent. Le PGCD de y et ces nombres-là, c'est le même que le PGCD de celui-là avec celui-là. Donc ainsi, PGCD de y est 3a plus 2b, bien sûr qu'il y a le PGCD de x, y aussi. Donc c'est égal au PGCD de 3a plus 2b et a plus b. Voilà. Ensuite, on va poursuivre aussi la même idée. Donc ici, on a 3a, on va chercher donc 3a plus 2b, on va l'écrire en fonction de a plus b. Voilà, ça c'est 2a, 2 fois a plus b, donc on a 2a et 2b, voilà, ici puisqu'on a 3a et 2b, plus ça, ce qui reste, c'est, on a 3a ici, 2a, donc il reste le a, ici on a 2b, on a pris la totalité de b, donc c'est plus b. Voilà, donc 2a plus b, ici donc 2a, et voilà, plus on a 2b ici, non, c'est plutôt, c'est plus a. On a ici donc 3a, on a ici 2a. Le 2b, on a pris donc 2b, donc ça sera a. Voilà. Bien, une autre fois aussi, donc on a le PGCD, donc c'est ainsi aussi. Le PGCD de 3a plus 2b et a plus b égale le PGCD aussi de a plus b et a. De même aussi, on va diviser a plus b et a, donc or a plus b est égal à a, voilà, a, 1 fois a, plus b, donc d'où PGCD de a plus b et a, c'est égal PGCD de ab. Voilà, en définitive, on a trouvé, donc, voilà, on a commencé par le PGCD de x, y, la conclusion, donc conclusion. PGCD de x, y égale PGCD de a égale PGCD de a et b. Bien, ça c'est une première méthode. Une deuxième méthode, on va utiliser les faits. Donc, deuxième méthode. Pour montrer que deux entiers naturels non nuls sont égaux, il suffit de vérifier que chacun d'eux divise l'autre. Deuxième méthode. On va poser donc soit D, le PGCD de x, y et soit D', celui de a et b. Celui de a et b. On va montrer que D divise D' et D' divise D, pour montrer l'égalité. Et voilà, donc, D divise, D c'est le PGCD de x, y, donc ça entraîne que D divise x et D divise y. Donc, vous voyez ici, on va essayer d'exprimer A et B en fonction de x et y.
Donc, vous faites les calculs ici, vous utilisez un système, voilà, comme vous avez vu comment résoudre des systèmes de deux équations à des inconnues en deuxième année. Là, vous utilisez la méthode d'élimination ou bien substitution. Donc, vous aurez, donc on a, voilà, j'ai fait les calculs pour ne perdre beaucoup de temps. J'ai trouvé que A, c'est égal à 3x moins 5y, et B, c'est égal à 7y moins 4x. Donc, puisque D divise x et D divise y, donc D divise 3x moins 5. Donc, ici, D divise 3x moins 5y. Donc, un entier qui divise deux autres, il divise donc toute combinaison linéaire de deux entiers là. Et, bien sûr, D divise 7y moins 4x. 3x moins 5y, ça c'est les A. D'où D divise A et D divise B. D'accord. Un diviseur commun de A et B, c'est un diviseur de leur PGCD. Voilà, d'où, donc, ça implique que D divise PGCD de A et B, qui est égal à D'. Donc, implique D divise D'. Voilà, donc c'est la première étape. Deuxième étape, on va montrer que D' divise D. Avec la même démarche, donc, puisque D', c'est le PGCD de A et B, alors D' divise A, et D' divise A et D' divise B. Donc D' divise toute combinaison linéaire de A et B. Toute combinaison linéaire de A et B. Voilà, donc il divise 7A plus 5B, donc divise X. Il divise aussi donc 4A plus 3B, donc divise Y. Donc ici, ça implique que D' divise 7A plus 5B, qui est X, et D' divise 4A plus 3B. Donc, D' divise X et D' divise Y. Donc, D' divise D et on aura donc le résultat demandé. Donc, D' divise A et D' divise B. Donc, ça implique que D' divise PGCD de A et B, plutôt divise X, Y. Donc, D' divise X, D' divise Y. Donc, D' divise PGCD de X, Y. Donc, D' divise D. Voilà, donc ici, la conclusion, c'est que D' égale à D. Voilà, deux méthodes pour montrer égalité de deux PGCD. Bien, deuxième paragraphe, non? Utilisant le PGCD, c'est entier premier entre eux. Grand 2, entier premier entre eux. On connaît bien sûr la définition, donc prise pour les entiers naturels non nuls. Donc on va prolonger cette définition pour les entiers relatifs. Donc définition. C'est un paragraphe très intéressant celui-là. Donc deux entiers, on va prendre A et B. Des entiers relatifs non nuls. On dit que A et B sont premiers entre eux, si seulement si, leur PGCD c'est égal à 1. Donc A et B sont premiers entre eux, sont premiers entre eux, si seulement si, c'est une équivalence des PGCD de AB égale à 1. PGCD de A et B égale à 1. On va faire un petit exemple. Prenons grand A égale à 2n plus 7 et B, grand B est égal à 2n moins 9. Avec n, c'est un entier relatif. La question, c'est montrer que A et B sont premiers entre eux. Donc, montrer que A et B sont premiers entre eux. On va essayer ensemble de vérifier que A et B sont premiers entre eux. D'après la définition, donc on va chercher les PGCD de A et B.
Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On va chercher une relation entre A et B. Donc, vous remarquez, on a 2n, on a ici 2n. Donc, si on fait la différence, par exemple, donc on a A moins B, par exemple. Voilà, si on fait la différence, on trouve 16. A moins B égale 16. Donc, vous voyez ici, je prends le PGCD de A et B. Donc, ou bien j'utilise donc, la remarque déjà faite, A est égal à B plus 16. Donc, PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et 16. Ou bien tout simplement, on a, si on pose D est égal à PGCD de grand A et grand B. D, c'est le PGCD de grand A et grand B. Donc, D divise A et D divise B. Donc, D divise toute combinaison linéaire de A et B. En particulier, divise A moins B, donc divise 16. Donc, le PGCD de A et B, c'est un diviseur de 16. Donc, on a D divise A et D divise B. Donc, D divise A moins B. Ça implique D divise 16. D divise 16. Or, quels sont les diviseurs de 16? Les diviseurs positifs, puisqu'ici, on s'intéresse à calculer D, qui est un entier naturel non nul. Donc, n'oubliez pas que D, c'est un nombre positif. Donc, on s'intéresse aux diviseurs de... Donc, on a 16 égal à 2 à la puissance 4. Donc, vous voyez les diviseurs positifs. Donc, les diviseurs, donc ainsi. Les diviseurs, bien, 2 à la puissance, le diviseur de 16, on met les puissances de 2. Donc, 2 à la puissance k, avec k égale à 0, 1, 2, 3, 4, sont les diviseurs positifs. Les diviseurs positifs de 16. On s'en fout des diviseurs négatifs, puisqu'on cherche un PGCD qui est un entier naturel, non nul. Bien, donc, vous remarquez que les diviseurs sont les 2 à la puissance k avec k, donc allant de 0 jusqu'au 4. Donc, d'abord, on a donc, le D, donc c'est un diviseur de ceci, donc D, donc ainsi. Bien, maintenant, on va préciser, bien sûr, la valeur de D. On va prouver vraiment que D, c'est égal à 1. Mais ici, vous voyez, donc on a plusieurs valeurs, donc ainsi. Donc ici, D, donc ainsi. D, puisque on a dit que c'est un diviseur de 16, donc D, ça sera égal, donc ou bien 1, voilà 2 à la puissance 0, donc c'est 1, ou bien les autres, ou D, c'est de la forme, par exemple 2, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, ou D à la puissance 4. Donc on va vérifier que 2 ne peut pas être l'une de ces 4 valeurs. Alors là, on revient donc à A et B. Donc regardez qu'est-ce qu'on a. On a A, c'est 2n plus 7, et B, c'est égal à 2n moins 9. Donc si vous remarquez bien ici, vous voyez des n, c'est un nombre. On va donc donner une remarque quant à la parité de A et B. Donc vous voyez ici, donc A, c'est égal à 2n plus 7, c'est la somme donc de deux nombres de parités différentes. Donc 2n, c'est un nombre pair, 7 est un nombre impair, et la somme de deux entiers de parité différentes, c'est un nombre impair. Donc un nombre de la forme 2p plus un nombre de la forme 2q plus 1, on trouve deux facteurs de p plus q, le tout plus 1, donc c'est un nombre impair. Donc la somme de deux entiers de parité différentes, c'est toujours un nombre impair. La somme de deux entiers de même parité, c'est un nombre pair. De même aussi b, voilà, donc c'est la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair, ici 9, bien moins 9 et 2n. Donc a et b, ce sont deux nombres impairs. Donc, a et b égale ça, donc ainsi, a et b sont deux nombres impairs. Deux nombres, bien des entiers impairs. Des entiers impairs. Sont des entiers impairs. Et voilà, puis ce sont des entiers impairs, donc on ne peut pas avoir donc, un diviseur de la forme donc 2 ou bien 2 à la puissance 2 ou bien 2 à la puissance 3 ou bien 2 à la puissance 4. Si par exemple l'un de ces diviseurs divise A, par exemple, donc c'est-à-dire A c'est un nombre pair, ça sera un nombre pair, de même aussi donc B, donc ça sera un nombre pair. Donc aucun de ces valeurs, de ces entiers qui sont des nombres pairs ne divise A et B. Donc ainsi A et B sont de 2. Donc 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4 ne divise, ces valeurs ne divisent ni A ni B. Ni A ni B, puisque ce sont des entiers impairs.
Et voilà d'où, donc ainsi. Donc D, la seule valeur possible, c'est D égale à 1. Et par suite, donc, les deux entiers A et B sont premiers entre eux. Et par suite, A et B sont premiers entre eux. Sont deux entiers premiers entre eux. Et ça, c'est pour tout entier relatif N. Bien. Quelques conséquences maintenant de la définition, quelques résultats qui nous seront très utiles par la suite. Un théorème qu'on va démontrer. Donc on va prendre A et B, deux entiers relatifs non nus. Et D, c'est un entier strictement positif. Voilà, appartient à N étoiles. On va montrer que PGCD de A et B égale à D équivaut à A s'écrit sous la forme D fois A', B, D fois B', et A', B' sont premiers entre eux. On va démontrer cette équivalence qui nous sera très utile par la suite. Donc, le PGCD, c'est égal à D, si seulement s'il existe deux entiers A' et B', tels que A est égal à D A', B est égal à D B', et A' et B' sont premiers entre eux. Donc, l'existence, ça c'est évident, puisque D c'est le PGCD, donc D c'est un diviseur de A, et c'est un diviseur de B. Donc, D divise A, donc A s'écrit sur la forme D fois A', avec A' c'est un entier, et aussi D divise B, donc B est égal à D fois B'. Donc, ça, ce qui nous intéresse, c'est que A' et B' sont premiers entre eux. Donc, la preuve. Bien, ici on a donc A, B, PGCD de A et B est égal à D, donc ça implique que D divise A et D divise B. Donc, soit A' et B', deux entiers tels que A est égal à D A' et B est égal à D fois B'. Soit, donc ça existe, puisque j'ai dit que D divise A et D divise B. Donc, par définition d'un entier divisant un autre, voilà, c'est celui-là. Maintenant, on va chercher les PGCD de A', B'. On va montrer qu'A', B' sont premiers entre eux. Donc, on revient à celle-ci. Donc, on a PGCD de A et B est égal à D. On va remplacer A et B par les valeurs en fonction de A' et B'. Donc, ça, c'est implique, même c'est équivalent. D A', PGCD, D B' égale à D. D'après l'une des propriétés de PGCD déjà faites auparavant. Donc, ça, c'est D fois le PGCD de A', B' est égal à D. On simplifie par D qui est différent de 0. C'est un entier strictement positif. Ça, c'est équivalent. Donc, bien sûr, que A', B' égale à 1. Donc, voilà, on a démontré donc, le premier sens. Voilà, on a démontré ceci. Bien, le deuxième sens, c'est évident. Donc, si on a cela, voilà, il suffit donc de chercher le PGCD de A et B. Donc, on trouve PGCD de A et B égale à D. Donc, réciproquement ici, réciproque. Donc, si on a A est égal à D A' et B est égal à D fois B'. Donc, si on calcule le PGCD, donc PGCD de A et B est égal, et bien sûr, et A', B' égale à 1. Voilà. Celle-ci, c'est une hypothèse, donc on va vérifier celle-là. Donc, le PGCD de A et B, donc en remplaçant A par sa valeur et B par sa valeur, on trouve donc D fois A', D B', voilà, PGCD. D'après les propriétés, donc ça sera D fois le PGCD de A', B'. Comme A', P' sont premiers entre eux, alors ça c'est égal à 1. Donc c'est égal à D, et voilà, on a démontré le deuxième sens. C'est très important ces résultats, on va faire une petite application.
une petite application, exemple. On va résoudre, donc il a dit par exemple résoudre dans n au carré le système suivant. A plus B égale 208 et le PGCD égale à 13. PGCD de A et B égale à 13. Bon, comment on va chercher A et B ici, bien sûr. Donc, si on va chercher la somme de 108, on va chercher tous les entiers naturels tels que la somme égale 208, ça sera donc trop pénible. Donc, il y a donc plusieurs valeurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de restreindre les champs d'étude en utilisant, bien sûr, ce résultat-là. Donc, on va prendre D. Voilà, on a PGCD de AB égale à 13. Donc, ça implique que A est égal à 13 fois A' et B est égal à 13 fois B'. Et ça, c'est essentiel, que A', B' sont premiers entre eux. Et vous voyez, donc, pour chercher A et B, il suffit de trouver donc A' et B'. Donc, on revient à notre système. Donc, A plus B est égal à 208 égale à 13. Cette équation-là, donc ça devient, donc ça c'est équivalent. D fois A' plus B' égale à 208 D 13, voilà. Et voilà le PGCD égale à 13. On a remplacé A par 13 A' et B par 13 B'. Donc voilà, on va chercher ceci. Donc on revient et on calcule. Donc on simplifie. Donc on trouve A' plus B' égale 208 sur 13. Donc on fait les calculs. 208 sur 13, on trouve égal à 16. Et vous voyez, travailler avec 16, c'est mieux que de travailler avec 208. Donc on va chercher tous les entiers naturels. D'accord. Première entrée, telle que la somme est égale à 16. Voilà, à l'aide d'un petit tableau, donc on peut envisager toutes les valeurs possibles. Ici, on va mettre A', ici, on va mettre B', mais ici, on va mettre A et B. A', B', A et B. Donc, on va choisir A' et B', premier entre eux, dont la somme est égale à 16. On peut prendre, par exemple, A, on va commencer par le plus petit, A. Ici, c'est la somme, donc c'est 15. 1 et 15 sont premiers entre eux. Ensuite, on peut choisir aussi, si on prend 2 ici, donc l'autre, ça sera 14. Donc, ce sont des valeurs à éliminer, puisque D et 14 ne sont pas premiers entre eux. D'accord? Donc, on va prendre le nombre impair. Donc, 3 plutôt et 13. Ensuite, 4 donc, et 10, donc ça ne marche pas. Donc, on prend 5 et 11. Ensuite, 6, ça ne marche pas, 7 et 9. Ensuite, après 7, on va prendre donc 8, non. Donc 9, on va revenir. Donc, on va les prendre. Donc, on va inverser l'ordre. Donc, ce n'est pas la peine de prendre. Après, on va prendre, donc, parce qu'on fait l'ensemble des solutions, on va donner les autres. Bien, comment chercher A et B? On va multiplier, vous allez multiplier tout le monde par 13. Donc, ici, vous allez changer tout simplement. Hein. Si vous voulez, donc, ensuite 9, 7, on va inverser 9 et 7. Ensuite, ici, vous allez prendre 11, 5. Ensuite, ici, c'est les 13, ici, les 3. Ensuite, ici, 15, ici, 1. Voilà. Comment chercher A et B? Maintenant, vous allez multiplier A' et B' par 13. Ici, vous allez multiplier par 13. Donc, vous allez 1 fois 13, ici, c'est 13. Ici, 15 fois 13, vous faites les calculs. Donc, c'est 15 fois 13. Voilà, 13 fois 15, et ainsi de suite pour toutes les autres. Donc, on trouve, donc, vous voyez combien de solutions? On trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couples, 8 solutions pour cet exemple. Donc, ici, déterminer ces calculs à l'aide d'une calculatrice, vous allez trouver toutes les valeurs possibles. Bien, une deuxième question, vous allez le faire chez vous, pour la prochaine fois, par exemple. La même chose, vous allez essayer de résoudre aussi dans n au carré. PGCD de A et B, vous allez déterminer tous les entiers, tous les couples d'entiers naturels
A et B, tel que le PGCD est égal à 14 et les produits égale 13 700, égale à 13 720. Une activité à partir de laquelle on va tirer un résultat fondamental d'arithmétique. Donc on va prendre A, B, C, ce sont des entiers relatifs non nuls, tels que A et B sont premiers entre eux. D'abord, il a dit déterminer les PGCD, donc on va déterminer PGCD de AC, déterminer donc PGCD de AC, BC. Ça c'est d'abord. Ensuite, deuxième question, montrer qu'ici A divise B fois C, alors A divise C. A divise C. Voilà, donc les hypothèses, c'est que A, B sont deux entiers premiers entre eux. On va vérifier que si A divise B fois C, puisque A et B sont premiers entre eux, alors A divise forcément C, et ce résultat sera appelé le lemme de Gauss. On a vu ce lemme-là en troisième année, mais avec les entiers naturels, ici on a, bien sûr, on a fait cette extension sur les entiers relatifs. Bien sûr, d'après ce qui précède, vous voyez, deux résultats, donc PGC2 de A fois C, B fois C, c'est valeur absolue de C fois le PGCD de AB. Mais le PGCD de A et B est égal à 1, donc ça c'est la valeur absolue de C. D'accord? Bien, deuxième question. On a A divise B fois C. A divise B fois C par hypothèse. Et A aussi divise A fois C, puisqu'on a A fois C. Voilà, dans ça, c'est un multiple de A, donc A divise A fois C. Donc A divise les PGCD de BC de AC. Donc A divise le PGCD de BC et AC qui est égal divise valeur absolue de C, d'où A divise C. Et voilà, donc ce théorème est connu sous le nom du lemme de Gauss. C'est une notion fondamentale de l'arithmétique. Donc on va énoncer donc, ce résultat. Ce résultat, il est simple, mais très utilisé. Et vous voyez, la démonstration aussi, c'est simple. Donc il faut apprendre aussi comment faire cette preuve-là. On vous demande parfois, donc, les jours de l'examen aussi, de énoncer le lemme de Gauss, voilà, et de le démontrer. Puisque la démonstration, vous voyez, donc c'est simple. Donc, lemme de Gauss. On va l'énoncer, on va voir donc quelques applications de ces fameux résultats. Donc, A, B, C sont des entiers non nuls. Donc, vous voyez ici, A divise B fois C et A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Des hypothèses, vous voyez. A divise un produit. A est premier avec l'un des termes de ce produit-là, alors A divise l'autre. Une application. Résoudre, par exemple, résoudre dans Z au carré l'équation suivante. 12x plus 7y égale à 0. On va essayer de trouver tous les couples x et y entiers, bien sûr, qui vérifient cette relation, cette équation. Alors là, on va essayer d'utiliser le lemme de Gauss. Donc 12x plus 7y est égal à 0. Ça, c'est l'équivalent. 12x égale à moins 7y. 12x
égale moins 7y. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ceci? On peut tirer, bien sûr, que, vous voyez, donc 7 divise 12x. Vous voyez, d'après celle-ci, donc ça implique avec un seul sens ici. Donc 7 divise 12x, puisque 12x égale 7 fois moins y. Or, 7 et 12 sont primés entre eux. Or, égale à 1. Donc, d'après le lemme de Gauss, 7 divise x. Voilà, donc, 7 divise x, d'après le lemme de Gauss. 7 divise x, donc ça implique que 7, x plutôt, est égal 7 fois k avec k appartient à z. On revient à notre équation pour chercher les y. Voilà, donc x est égal à 7k, donc on revient à celle-ci. 12x égale moins 7y, ça c'est équivalent. On va remplacer x par sa valeur, donc 12 fois 7k est égal à moins 7y, toujours avec les k c'est un entier relatif. On simplifie par 7, donc ça c'est équivalent que y moins y est égal à moins 12k, bien sûr avec k appartient à z. Donc ainsi, on a x égale 7k et y égale moins 12k avec k appartient à z. Donc les solutions, bien l'ensemble des solutions, c'est une partie de cet ensemble-là, de l'ensemble du couple 7k moins 12k. Vous voyez ici, on a passé donc de cette égalité à celle-là par une implication. Donc ça exige de faire la réciproque. Bien la vérification. Donc réciproquement, ou bien vérification. Donc si on a x égale 7k et y égale moins 12k avec k appartient à z, vérifions que x, y vérifie l'équation 12x plus 7y égale 0. On va calculer donc 12x plus 7y égale 12 fois 7k, ça c'est x. Ensuite, plus 7 fois moins 12k. Et vous voyez donc 7 fois moins 12, vous voyez donc c'est égal 12 fois 7 moins, voilà 12 fois 7k. Donc voilà, c'est égal à 0. Voilà, donc c'est vérifié. Donc on a l'ensemble, on peut donner donc l'ensemble des solutions de cette équation. À l'aide du lemme de Gauss, on a pu résoudre cette équation. Donc ici, on écrit donc S dans Z au carré, c'est l'ensemble du couple. Voilà, on a pris donc 7K moins 12K avec K appartient à Z. Bien, un autre résultat aussi très important, provenant du lemme de Gauss, qu'on va le démontrer en utilisant aussi le lemme de Gauss. Qu'est-ce qu'il dit ces résultats-là? On va prendre donc des entiers naturels non nuls, A et B maintenant des entiers naturels non nuls, et on va prendre N, un entier relatif. N appartient à Z et voilà, A et B sont deux entiers naturels non nuls, PGCD égale à 1 sont deux entiers primés entre eux, et N un entier relatif quelconque. On va montrer la chose suivante. Alors, on va montrer que si A divise N et B divise N, alors A fois B divise N est la réciproque. On dit N congru à 0 modulo A et N congru à 0 modulo B, ça c'est équivalent que N est congru à 0 modulo A fois B. Vous allez voir que ce résultat est très utilisé dans les exercices d'arithmétique, les exercices type révision ou bien type bac. Donc vous voyez les hypothèses, c'est que d'abord
Voilà, donc A et B sont deux entiers naturels primés entre eux. Voilà. Donc n congrue à 0 modulo A et n congrue à 0 modulo B, ça c'est équivalent que n congrue à 0 modulo A fois B. C'est-à-dire, si A divise n et B divise n, et A et B sont primés entre eux, alors on a A fois B divise n. D'accord? Vous voyez, donc ça c'est une condition qui est donc fondamentale. Vous voyez? Premier, donc si on prend par exemple 12 par exemple, 12 on peut l'écrire ou bien 3 fois 4, on peut l'écrire aussi 6 fois 2. Voilà, c'est la même chose, c'est la même valeur, 3 fois 4 égale à 12, 6 fois 2 égale à 12. Si on a un nombre qui est divisible par 6 et divisible par 2, est-ce qu'il est forcément divisible par 12? Eh bien non. Si je prends 6 par exemple, 6, il est divisible par 6, il est divisible par 2, mais 6 n'est pas divisible par 12. Vous voyez, donc ça c'est une condition fondamentale ici. Donc c'est 3, on utilisera plutôt 3 et 4. Donc on va essayer de vérifier ce résultat. D'abord on a un sens qui est évident. Voilà, c'est celui-là. Donc si A fois B divise n, c'est-à-dire n c'est un multiple de A fois B, donc c'est un multiple donc de A et un multiple de B. Donc ce sens-là, il est évident. Vous voyez? Donc ça c'est un sens évident. Donc il y a un n congrue à 0 modulo A fois B. Ça implique que A fois B divise n. D'accord? C'est-à-dire n c'est un multiple de A, B, donc ça implique que A divise n et B aussi divise n. Voilà, un nombre qui est divisible par exemple divisible par 12, il est divisible par 3, il est divisible aussi par 4. Mais ce qui nous intéresse, c'est le deuxième sens, c'est celui-là. Le deuxième sens, c'est que dire on a n congrue à 0 modulo A et n congrue à 0 modulo B. Voilà, n congrue à 0 modulo A, c'est-à-dire n, A divise n, n c'est un multiple de A. Donc ici, d'où ça implique A, c'est un multiple, A divise n, donc n c'est un multiple de A, n est égal par exemple K fois A, voilà. Et celui-là aussi, donc B c'est un diviseur de n, donc n c'est un multiple de B, donc n aussi est égal à K' fois B avec K et K'. Ce sont des entiers. Bien, vous voyez, donc on a l'égalité. Donc ainsi, vous avez donc K fois A est égal à K' fois B. De cette relation-là, on déduit que A divise K' B, ou bien aussi que B divise K fois A. B divise K fois A, ou bien A, c'est la même chose. Okay? Donc ça implique, par exemple, bien, A divise K' fois B. Puisque K' fois B est égal à K fois A. Voilà, c'est un multiple de... Voilà, ici, donc... Ici, on va utiliser le fait que A et B sont premiers entre eux. A et B sont premiers entre eux. A divise K' fois B d'après le lemme de Gauss. Donc A divise K'. Donc je peux dire or A et B sont premiers entre eux. Donc A divise K' et on a utilisé le lemme fameux lemme de Gauss. Lemme de Gauss. Donc A divise K', donc c'est-à-dire K' est un multiple de A. Donc d'où K' égale K second fois A avec K seconde aussi c'est un entier. Voilà, K seconde c'est un entier. A divise K', donc K' c'est un multiple de A. Voilà, donc on a trouvé ce résultat. On va essayer de remplacer ici. Voilà, K', on va remplacer. N'oubliez pas que notre but c'est de vérifier que A fois B divise N. Bien aussi, N est un multiple de A fois B. Donc on revient là. Voilà. K' est égal à K seconde fois A. Voilà. Voilà. Or, N est égal à K' fois B. On va remplacer K' par K seconde fois A. K seconde fois A. Ça, c'est le K' et fois B. Voilà. Et donc, vous remarquez que N, c'est un multiple de A et B. D'où, donc, A fois B divise N. Donc, N est congrue à 0 modulo A
modulo A fourmi. Donc on a prouvé donc ça c'est la preuve. Hein. Donc on a démontré l'équivalence. Voilà. Donc d'où, donc ici, bien ce qui donne la fin de la démonstration. Voilà. Ce qui donne la fin de la démonstration. On a démontré les deux sens, donc on a démontré l'équivalence. Donc vous voyez, ce résultat, c'est un résultat qui est fondamental. Vous voyez, il nous fournit par exemple d'autres critères de divisibilité. Donc, par exemple, voilà, si on veut chercher donc une condition nécessaire et suffisante pour qu'un nombre soit divisible par 6, il suffit de vérifier que ce nombre est divisible par 2 et 3. On sait que les critères de divisibilité que nous avons déjà étudiés dans les classes précédentes, c'est la divisibilité par 2, par 3, par 4, par 5, par 8, par 9, par 11, par 25 par exemple. D'accord ? Mais par 6 par exemple, on n'a pas de critères de divisibilité. Voilà, ce théorème il nous fournit de nouveaux critères de divisibilité. Par exemple, pour vérifier que A est divisible par 6, il suffit de vérifier que, donc des exemples, il suffit de vérifier que A est divisible par 3 et par 2. Des exemples d'application. Donc A par exemple, congru à 0, ou bien n, je prends n ici, c'est mieux, n est congru à 0 modulo 6, ça c'est équivalent même, que n est congru à 0 modulo 2 et n congru à 0 modulo 3. Voilà, c'est un critère de divisibilité par 6. De même aussi, par exemple, n est divisible par exemple, 12. Si seulement si n est divisible par 3, par exemple, n congru à 0 modulo 3 et n congru à 0 modulo 4. Ils n'ont pas 2 et 6. On a expliqué auparavant, donc il faut choisir donc, deux nombres qui sont primés entre eux. Vous voyez, ici, on a 2 et 3 égale à 1. Ici, on a 3 et 4. Et 4 égale à 1. D'accord ? Par 15, par exemple, on veut montrer qu'un nombre est divisible par 15, il suffit de vérifier qu'il est divisible par 3 et par 5. Et on connaît donc 3 et 5 comme étant donc, des nombres connus qui ont donc des critères de divisibilité. Bien, on va faire une petite application pour voir donc l'importance de ce résultat-là. Petit exercice. Voilà, soit dans Z, les systèmes suivants. Soit dans Z au carré plutôt. Et dans Z plutôt, j'ai donc un système ayant un seul inconnu, une seule inconnue. Soit dans Z, les systèmes S. Voilà. X est congru à 4 modulo 5 et X congru à 6 modulo 7. Première question, montrer que X est solution. Montrer que X est solution de S. Ce système-là, si seulement si, équivalence. Si seulement si, X est congru à 34 modulo 35. Ensuite, deuxième question, déduire l'ensemble des solutions de S. Déduire l'ensemble des solutions de S. L'ensemble des solutions de S dans Z. Bien. Revenons à notre système. Donc, la première question. Vous voyez ici, on va montrer que donc, ce système-là est équivalent à cette équation-là. Donc, on a x est congru à 4 modulo 5 et x congru à 6 modulo 5. Or, donc 4 c'est par rapport à 5, donc 4 est congru à moins 1. Donc, on a 4 c'est congru à moins 1 modulo 5. Vous voyez, la différence est égale à 5. 4 moins 1, c'est 5 congru à 0 modulo 5. De même, et aussi 6 congru à moins 1 modulo 7.
Donc, si on revient à notre système, donc, on aura, donc, S, système S, c'est, puisqu'on a X est congru à 4 modulo 5 et X congru à 6 modulo 7, ça c'est équivalent que X est congru à moins 1 modulo 5 et X est congru à moins 1 modulo 7. Ça c'est équivalent. On va essayer de revenir aux conditions de notre théorème, donc théorème précédent. Donc ça c'est équivalent que X plus 1 est congru à 0 modulo 5 et X plus 1 aussi est congru à 0 modulo 7. Donc vous voyez, comme dans les théorèmes, ça c'est les n. Voilà, ça c'est A et B. Donc vous remarquez que 5 et 7 sont premiers entre eux. Et voilà, donc X plus 1 est divisible par 5 et X plus 1 est divisible par 7 et 5 et 7 sont premiers entre eux. Donc ça c'est équivalent que X plus 1 est divisible par 5 fois 7. Donc on va dire ici, on a 5 et 7 sont premiers entre eux. Donc d'après les théorèmes, ça c'est équivalent que X plus 1 est congru à 0 modulo 5 fois 7. Ça c'est équivalent que X est congru à moins 1 modulo 35. Or, moins 1 est congru à 34 modulo 35. Voilà, puisque la différence est un multiple de 35. Donc on aura, ça c'est équivalent que X est congru à 34 modulo 35. Voilà. Déduire l'ensemble des solutions de l'ensemble des solutions de S. Alors voilà, donc X est solution de S, ici seulement X est congru à 34 modulo 35, donc X égale 34 plus 35K. Donc deuxième question, on a donc X est solution de S, si seulement si, donc X est congru à 34 modulo 35, ou bien congru à moins 1 modulo 35, donc ça c'est équivalent, bien sûr que X égale 35K plus 34 avec K appartient à Z, avec K appartient à Z, d'où l'ensemble de solutions de ces systèmes-là, ainsi. Puisqu'elle a demandé l'ensemble des solutions, donc il faut présenter l'ensemble des solutions. 35 plus K plus 34 avec K appartient à Z. Voilà une application de ces fameux résultats, ces fameux théorèmes. Bien, paragraphe 3. C'est les PPCM de deux entiers relatifs. Toujours, on va commencer par un petit prérequis pour nous mettre en relation avec les PPCM que nous avons vu en troisième année. Donc, troisième paragraphe, PPCM de deux entiers en U. D'abord, prérequis. Quelques connaissances quelques remarques que nous seront utiles. Donc, on sait que si je prends A et B, des entiers non nus, on sait que A et moins A ont les mêmes multiples, B et moins B ont les mêmes multiples. Donc, on sait que l'ensemble des multiples de A, c'est le même. On sait que l'ensemble des multiples de moins A, donc l'ensemble des multiples de A, c'est le même que l'ensemble des multiples des valeurs absolues de A. Vous voyez, donc toujours, on va essayer de revenir au cas d'entier naturel. De même aussi pour B, l'ensemble des multiples de B, c'est l'ensemble des multiples de moins B, d'où aussi l'ensemble des multiples de B, c'est le même, des valeurs absolues de B. Donc ainsi, l'intersection des multiples de A et l'ensemble des multiples de B, c'est le même aussi que l'intersection de l'ensemble des multiples de valeurs absolues de A avec l'ensemble des multiples de valeurs absolues de B. Donc, c'est légitime maintenant de définir les PPCM de deux entiers relatifs. Donc, on va dire que les PPCM de A et B, c'est les mêmes que les PPCM de valeur absolue de A et valeur absolue de B. Donc, définition. Donc, A et B sont deux entiers relatifs non nus. Voilà, on définit les PPCM de A et B par PPCM de valeur absolue de A, valeur absolue de B. Et voilà, donc les propriétés que nous avons trouvées en troisième année restent valables pour les PPCM des entiers relatifs. Bien, on va rappeler quelques propriétés. Quelques propriétés et conséquences.
d'abord, donc toujours on va prendre deux entiers relatifs non nuls. Donc on a d'abord le PPCM de A et A. Voilà, ça c'est, bien sûr, c'est le PPCM de valeur absolue de A, valeur absolue de A. On sait que ça c'est valeur absolue de A. De même aussi, PPCM de A et A. Voilà. De A, on connaît ceci sur les entiers naturels. De même aussi, les PPCM de A et B, c'est les mêmes que les PPCM de B et A. On peut changer l'ordre. Et l'ensemble de multiples communs de A et B, c'est le même que l'ensemble de multiples de leur PPCM. Donc, si on vous demande de chercher les multiples communs de deux entiers, il suffit de chercher leur PPCM et vous dites que c'est l'ensemble de multiples de ces PPCM. De même aussi, pour chercher dans le PPCM de plus que deux entiers, il suffit de les prendre deux par deux. Bien, un résultat maintenant très important, c'est la relation, on va établir la relation qui existe entre les PGCD, les PPCM et les A et B. Donc, à l'aide d'un exercice, on va établir ceci. Très intéressant, cela. Voilà qu'est-ce qu'on va prendre. On va prendre, d'après cette définition-là, donc au lieu de prendre des entiers relatifs, on va prendre des entiers naturels non nuls. Donc, A et B sont deux entiers naturels non nuls. D'accord. On va poser D, c'est les PGCD de A et B. M, c'est les PPCM de A et B. Donc, D, A est égal à D fois A'. B est égal à D fois B'. Bien sûr, A', B' sont premiers entre eux. On va essayer de chercher la relation qui existe entre D, M et A et B, ou bien D, M et A' et A', B'. Voilà les questions. Donc, on va prendre soit alpha, voilà, soit alpha un multiple commun de A et B. Donc, un multiple commun, ou bien prendre celle-ci. C'est l'ensemble. Voilà, c'est un multiple commun de A et B. Première question. Vous allez montrer que alpha est un multiple de D A', B'. Si on n'a pas pris donc A et B entiers naturels, on peut prendre A, B sont des entiers relatifs non nuls, donc quelconques. Donc ça sera, donc on va vérifier qu'alpha est un multiple de D fois la valeur absolue de A', B'. D'accord. Ensuite, deuxième question, déduire que M de PPCM est égal à D fois A', B'. Voilà ce qui nous intéresse. Voilà une relation. On va établir une relation simple qui lie les PGCD et les A et les B. Toujours, on va appliquer les fameux lemmes de Gauss. Bien, première question. On va partir de nos hypothèses. Les hypothèses, voilà. Bon, on a alpha, c'est un multiple commun de A et B. Donc, on a alpha, c'est un multiple de A, donc c'est de la forme K fois A. Et alpha aussi, c'est un multiple de B, donc alpha est égal à K' fois B. Avec K' appartiennent. Donc, je vais prendre ici les... Bien, ça appartient à Z. Z étoile. On peut prendre de départ, on s'intéresse uniquement aux multiples positifs. D'accord. Alpha, c'est un multiple commun positif, puisqu'on va essayer d'exprimer alpha en fonction de n. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc, alpha, c'est la même valeur de alpha. Donc, on a Ka est égal à K' B. Voilà, on va remplacer A et B par leur valeur en fonction de A', B'. Donc, ça, c'est équivalent. KD A' est égal à K' D B'. Et on simplifie par D. C'est un entier donc strictement positif. Voilà, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc Ka' est égal à K' fois B'. Et vous voyez ici, donc on peut tirer que A' divise K' fois B', ou bien aussi B' divise K fois A'. Donc ça implique avec un seul sens ici, c'est que A' divise K' fois B'. Or, on sait que A', B' sont premiers entre eux. Or, A'
B' sont primés entre eux, PGCD égale 1. Donc, d'après les lemmes de Gauss, que A' divise K'. C'est les lemmes de Gauss. Toujours énoncé, donc c'est le résultat à chaque fois que vous l'utilisez. Donc, A' divise K', c'est-à-dire K', c'est de la forme K secant fois A' avec K secant, c'est un entier. Voilà. Revenons maintenant. Alpha, vous voyez, alpha est égal, on a. Alpha, c'est égal à K' fois B. On va remplacer K' par sa valeur. Donc, égal. K' c'est K seconde fois A' fois B. Et B, c'est égal à D fois B'. Donc, ce sera donc K seconde D A' B'. Voilà, donc, c'est le résultat. Donc, on a répondu à la première question. Vous voyez, donc, alpha, c'est égal à D seconde, c'est un entier, fois D fois A' B'. Donc, alpha, c'est un multiple de D A' B'. Déduire maintenant que M, le PPCM, c'est égal à 2 fois A' B'. Ça, c'est évident maintenant, puisque M, c'est un multiple. C'est un multiple commun de A et B. Et on vient de remarquer que tout multiple, c'est de cette forme-là. Le plus petit multiple qui est strictement positif est pris pour K seconde, celui-là. K seconde, c'est égal à 1. Vous voyez, K seconde appartient à Z étoile. Donc, deuxième question. Donc, on a alpha est égal à K seconde D A' B'. D'accord, avec K seconde appartient à Z étoile. Vous voyez. Donc, tout multiple commun de A et B, c'est de cette forme. Vous voyez. Donc, les plus petits de ces nombres entiers relatifs, le plus petit qui est strictement positif est pris pour K seconde, ça c'est fixe bien sûr. D fois A' B', c'est un nombre fixe celui-là. Donc, le plus petit qui est strictement positif de tous ces nombres-là, est obtenu lorsque K seconde égale à 1. D'accord. Donc, ainsi, le plus petit, voilà, donc pour K seconde égale à 1, donc on aura alpha égale à M. Donc, vous voyez, M égale à D fois A' B'. Voilà donc la relation qui existe entre les PGCD, les PPCM et A et B. Bien sûr, si on a pris ici des entiers relatifs, donc on va prendre, si on va trouver M est égal à D fois la valeur absolue de A' B', puisque si on a A est égal à D fois A', valeur absolue de A est égal à D fois la valeur absolue de A', et on a dit que le PPCM de A et B, c'est le même que le PPCM de valeur absolue de A, valeur absolue de B. Bien, une application de ce résultat. On va prendre A et B, ce sont deux entiers naturels non nuls. Vous allez montrer que, premièrement, on va montrer que PGCD de A et B fois des PPCM de A et B est égal à A fois B. Si on a pris donc A et B sont des entiers relatifs quelconques, bien sûr, on va trouver donc valeur absolue de A, valeur absolue de B, toujours en utilisant le fait que PGCD de A B, c'est le même que le PGCD de valeur absolue de A, valeur absolue de B, de même aussi pour le PPCM. Et vous voyez ce résultat, on l'a pris donc en troisième année, mais sans le démontrer. Voilà, donc on a l'occasion maintenant de prouver ce résultat. Et bien sûr, il suffit de calculer, on va prendre question par question. Donc ici, on va utiliser les mêmes notations ici. Donc PGCD de AB fois PPCM de AB. On a dit que le PGCD de AB, ça c'est D. PPCM de A et B, c'est D fois A' B'. Et voilà, donc on trouve donc D fois A', D fois B'. Voilà, D A', D B', donc c'est égal à A, est égal à A fois B. Voilà, vu, donc c'est ce résultat. Ensuite, deuxièmement, vous allez montrer que PPCM de KA, KB égale valeur absolue de K fois le PPCM de A et B. Bien sûr, pour le PGCD, cette propriété, on a démontré.
par la suite des divisions euclidiennes de l'algorithme d'Euclide, mais pour le PPCM, on n'a pas démontré. Voilà, on peut démontrer maintenant une fois on a vérifié ceci. Donc, on va calculer les produits. Donc, on a, d'après ce qui précède celle-ci, donc PGC2 de KA, KB, fois le PPCM, égale en revenant aux entiers, bien sûr, ici on a utilisé les entiers naturels pour celle-ci, donc ça c'est valeur absolue de KA, valeur absolue de KB, fois PPCM de valeur absolue de KA, valeur absolue de KB. Voilà. Voilà, c'est les produits, donc d'après ce qui précède, c'est les produits, donc c'est K, valeur absolue de KA, valeur absolue de KA fois KB, c'est-à-dire est égal valeur absolue de K au carré fois AB. A et B sont des entiers naturels non nuls, donc c'est égal à K au carré plutôt, donc c'est K au carré fois AB, puisque valeur absolue de K au carré, c'est K au carré. Bien, qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut chercher donc ceci, on veut chercher le PPCM. Voilà, donc ainsi, PPCM de KA KB égale celui-là sur le PGCD, est égal donc K au carré fois AB sur PGCD de KA KB. Or celui-là, on a vérifié, donc c'est égal à K au carré AB, et ici c'est valeur absolue de K, d'après les propriétés de PGCD, fois le PGCD de AB. Simplifions le calcul. On simplifie les calculs, on trouve donc égal. On va simplifier par valeur absolue de K, donc on trouve valeur absolue de K fois AB sur PGCD de AB. Or, vous voyez, donc AB sur le PGCD de AB, c'est le PPCM de AB. Donc, valeur absolue de K fois de AB. Voilà, on a démontré ce résultat. On peut le retenir, donc, ce résultat. On peut le présenter donc à l'aide des entiers relatifs ou bien à l'aide des entiers naturels, puisque toujours on peut passer donc aux entiers naturels, PGCD et PPCM, aux entiers relatifs, aux entiers naturels. Donc si je prends A, B, ce sont deux entiers relatifs, non nuls. Alors, on a PGCD de AB fois PPCM de A, B, c'est égal à valeur absolue de AB, voilà, et PPCM de KA, KB, valeur absolue de K fois PPCM de AB. PPCM de A et B. Un exercice que vous allez réfléchir donc chez vous pour la prochaine séance. A et B sont deux entiers naturels non nuls. On pose D, PGCD de AB, et M, c'est les PPCM de A et B. Premièrement, vous allez résoudre les systèmes suivants, résoudre dans N au carré, dans N au carré, les systèmes suivants. Les systèmes S1, PGCD de A et B, PGCD de A et B est égal PGCD de A et B est égal à 42 et le PPCM de A et B est égal à 252. Ensuite, les systèmes S2, PPCM de AB égale à 60, A plus B
égale à 27 et A supérieur ou égal à B. Deuxième question. Deuxièmement, déterminer donc A et B dans N dans chacun des cas suivants. Dans chacun des cas. Premier cas, c'est que deuxième M c'est le PPCM et D c'est le PGCD. Est égal à 78 et A inférieur à B. Et deuxième condition, c'est que A plus B égale à 651 et M égale à 108 D. Et M est égal à 108 D. Bien, dernier paragraphe. Quatrième et dernier paragraphe. Inverse modulaire. Ça, c'est nouveau maintenant. Donc, il y a le mot inverse, il y a le mot modulaire. Donc, inverse, on sait qu'est-ce qu'un inverse d'un nombriel non nul. On sait que, par exemple, 3 fois un tiers égale à 1. On dit qu'un tiers, c'est l'inverse. On dit que c'est l'inverse donc, de 3. Tout réel non nul admet un inverse et un seul. On va voir donc pour les entiers. Est-ce qu'on a la même définition ou non? D'accord. Donc, on va parler de l'inverse modulaire, non pas inverse tout court. D'accord. Donc, définition, on va commencer par une petite définition. On va définir qu'est-ce qu'un entier inversible. Donc, on prend A et B. A appartient à Z étoile. Et B, c'est un entier non nul supérieur ou égal à 2. Voyez. On dit que A est inversible modulo B si seulement si il existe un entier U tel que A fois U congrue à 1 modulo B. Voilà tout simplement. Donc, on dit que A est inversible modulo B. Modulo B, si seulement si. Donc, il y a le mot inversible, il y a le modulé. Pour cette raison, donc, on l'a appelé inverse modulaire. A est inversible modulo B, si seulement si. Il existe, je vais utiliser les quantificateurs, il existe. Donc, il existe U, un entier, tel que A fois U est congru à 1 modulo B. A fois U est congru à 1 modulo B. D'accord? Voilà. Donc, c'est presque la définition donc, que nous connaissons, donc, mais ici au sens de la congruence. Voilà. A fois U, d'accord, congru à 1 modulo B. Les nombres I s'appellent inverse. Donc, on dit que U est inverse et un inverse. Bon, je vais dire pour le moment un inverse, parce que je ne sais pas ni l'existence ni l'unicité. Donc, il est un inverse de A modulo B. C'est un inverse de A modulo B. On va tirer quelques conséquences immédiates de cette définition, d'abord, pour voir donc un peu les choses. Quelques conséquences ici de la définition. D'abord, une première conséquence. Donc, vous voyez ici, si on a U est un inverse, donc, si vous avez A fois U congru à 1 modulo B. A fois U congru à 1. Donc, je vais l'écrire celle-ci, ça c'est équivalent. Regardez qu'est-ce que je vais prendre. Je vais prendre moins A. C'est équivalent, moins U. On n'a rien changé ici. Voilà, c'est U. Donc, c'est congru aussi à 1 modulo B. Autrement dit ici, donc, moins U est un inverse. Donc, ça c'est équivalent. Donc, ainsi, moins U
est un inverse de moins A modulo B. Donc, vous voyez ici, U est un inverse de A modulo B. Alors, moins U est un inverse modulo B de moins A. Donc, si on a un inverse modulo A, alors on a un inverse de moins A. C'est pour cette raison, donc, il suffit de travailler par les entiers naturels. Par exemple, ici, on a 3 fois 5 congru à 1 modulo 7. 3 fois 5, c'est 15, donc c'est congru à 1 modulo 7. Donc, on a 5. Donc, ça implique que 5 est un inverse. Et inverse de 3 modulo 7. 3 fois moins 5, moins 3 fois moins 5, moins 3 fois moins 5, aussi c'est 15, donc c'est congru à 1 modulo 7, donc ça implique aussi, vous avez moins 5 et inverse de moins 3 modulo 7. Donc ça c'est une première conséquence. Donc si on connaît un inverse de A, donc on connaît un inverse de moins A aussi. C'est pour cette raison, donc il suffit de chercher, travailler pour les entiers naturels. Ensuite, deuxième conséquence aussi, si on a A fois U congru à 1 modulo B, vous voyez, si je calcule maintenant A fois U plus un multiple de B est quelconque, K fois B, je développe, je trouve A fois U plus A K fois B. Et vous voyez, ceci est congru, ça c'est un multiple de B, donc c'est congru à 0. Donc ça c'est congru à 1 plus 0 modulo B, donc c'est congru à 1 modulo B. D'accord? Donc vous voyez, U, donc ainsi, U plus K fois B, c'est un inverse aussi, est un inverse. Donc on a pris ici K, c'est un entier quelconque. Donc ce nombre est un inverse de A modulo, un inverse de A modulo B. Donc en récapitulant maintenant, si on a un inverse de A, alors on peut tirer un inverse de moins A, ça c'est d'une part. Ensuite, d'autre part, si un entier admet un inverse, alors il en admet donc une infinité. Vous voyez, donc il y a une infinité d'inverses. Donc on va retenir ce résultat. Ensuite, on va donner un problématique. Donc, retenons. Donc ici. Bien, remarque, je vais écrire remarque, c'est mieux. Donc je vais prendre A appartient à Z étoile et B appartient à N étoile. Voilà, privé de 2, je vais prendre. Privé de 1, plutôt. Donc U est un inverse de A modulo B. Modulo B, si seulement si, moins U aussi. Ça c'est équivalent. Moins I est un inverse de moins A modulo B. Deuxième remarque, si A admet un inverse, alors A admet une infinité d'inverses. Donc si A admet un inverse modulo B, si A admet un inverse U modulo B, alors les entiers U plus K B avec K appartient à Z sont des inverses aussi, sont des inverses de A modulo B. Bien.
Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce que plutôt un entier donc, admet un inverse? Quand est-ce qu'un entier est inversible? Est-ce que tous les entiers non nuls sont inversibles ou non? Et bien sûr, ceci donc c'est faux, puisque par exemple, si je prends 4 et 6 ou bien 1 ne sont pas inversibles. Vous voyez, il y a des exemples où les entiers ne sont pas inversibles. On va voir donc une condition nécessaire et suffisante pour qu'un entier soit inversible modulo un autre entier. Alors, on va donc commencer par une petite activité. On va brièvement répondre à ces questions, cette activité. Donc, on va prendre A et B. A et B sont deux entiers naturels non nuls. B est supérieur ou égal à 2. Et A et B sont primés entre eux. Voilà les conditions. On a pris des entiers ici, puisque vu cette remarque, donc, si on a, donc que ce soit A positif ou A négatif, si on connaît un inverse de l'un d'eux, on peut donc trouver un inverse de son opposé. Bien, premièrement, on va prendre deux entiers, M et N appartiennent à Z. On va montrer que, donc on va répondre question par question, on va montrer que M fois A congrue à N fois A modulo B, ça c'est équivalent que M moins N congrue à 0 modulo B. On va répondre d'abord à cette question. Donc on va partir de celle-ci. Voilà, donc on a MA congrue à NA modulo B. Ça c'est équivalent, on déplace tous les termes en un seul membre. Donc MA moins NA congrue à 0 modulo B. Ça c'est équivalent M moins N fois A congrue à 0 modulo B. Bien. Modulo B. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire que B divise M moins N. Or ici, on a B, par hypothèse, on a B et A sont primés entre eux. Voilà. Et voilà, donc ici, donc ça c'est équivalent que M moins N congrue à 0 modulo B, puisque par hypothèse, on a donc A et B sont primés entre eux. Donc B divise M moins N fois A, et B et A sont primés entre eux, de les départ. Donc d'après les lemmes de Gauss, on a utilisé les lemmes de Gauss une autre fois. Lemme de Gauss. Et voilà, donc ça c'est équivalent que M congrue à N modulo B. Quand on va utiliser ce résultat par la suite, c'est-à-dire si vous avez MA et N fois A ont le même reste, modulo B, alors M et N ont le même reste, modulo B aussi. Bien, deuxième question. Deuxième question, on va prendre I et J, donc soit I, J entier tel que 0 strictement inférieur à I, strictement inférieur à J, strictement inférieur à B. D'accord? Petit a, on va montrer que B ne divise pas J moins I, B ne divise pas J moins I. Alors, comment on va vérifier ceci? Il suffit d'encadrer. On va encadrer. Donc, on a donc I est entre 0 et B, moins J. Voilà, J entre 0 et B. Donc, on change les inégalités là. Donc, ça sera entre moins B et 0. Donc, j'ai fait la somme. On a besoin de J moins I plutôt. Donc, ça, c'est J. Et ça, c'est moins I. Donc, si j'ai fait la somme, donc ça implique que moins B, J moins I, est strictement inférieur à B, puisque J est strictement supérieur à I, donc on peut prendre aussi, donc ça implique que J moins I, strictement positif, est inférieur à B, car J strictement supérieur à I. Donc vous voyez, J moins I est strictement inférieur à B, donc B ne divise pas, donc ainsi, B ne divise pas J moins I. Voilà. Ensuite, petit b, on va déduire de la question
déduit de la question 1 que I fois A et J fois B n'ont pas le même reste. N'ont pas le même reste. Reste modulo B. Et bien sûr, ceci c'est évident, puisque supposons, donc si IA et IB, JB ont le même reste, c'est-à-dire IA est congrue à J fois B modulo JA plutôt, modulo B. Voilà, si IA est congrue à JA modulo B, alors non pas les mêmes restes, deux entiers de même reste, si seulement si, donc sont congrus modulo B. Donc si I fois A est congru à J fois A modulo B, d'après la question précédente, c'est lui-là, alors on aura, voilà, I congru, alors I congru à J modulo B. Voilà. Or ceci, donc ça implique que J moins I congru à 0 modulo B. Donc ça c'est impossible, donc B divise J moins I. Or on vient de vérifier d'après la question petit a, donc ça c'est impossible. Impossible, donc I, A et J, A ont des restes différents, ont deux restes différents, modulo B. Donc, ont des restes différents, modulo B. Donc dernière question, déduire qu'il existe. Déduire qu'il existe un seul entier U appartient par exemple à 1, 2 jusqu'au B-1 tel que A fois U congru à 1 modulo B. Et ceci bien sûr c'est évident d'après ce qui précède, puisque si on prend tous les entiers de la forme I fois A, alors tous ces entiers-là, bien sûr, vous voyez, donc on a cet ensemble, l'ensemble des restes, cet ensemble on considère 1, 2, jusqu'au B moins A, et l'ensemble I fois A, si je prends ici, ça ce sont les I, ensuite I fois A appartient donc à A, on va multiplier tout le monde ici, donc c'est A, 2A, ainsi de suite, B moins 1 ici, B moins 1 fois A. Voilà. Donc on a vérifié que tous les éléments ici, donc tous les éléments ont des restes différents. Vous voyez ici, on a de 1 jusqu'au B moins 1 éléments. Cet ensemble aussi contient B moins 1 éléments. D'accord? Chaque élément de cet ensemble admet un reste dans cet ensemble-là. Et puisque tous les restes sont distincts, alors chaque élément, il a donc son reste. Donc en particulier, vous avez les 1 ici. Donc il existe un seul élément ici, dont le reste c'est égal à 1. Donc ainsi, d'après ce qui précède, donc il existe un seul U, appartient à cet ensemble. 1, 2 jusqu'au B-1, tel que A fois U congru à 1 modulo B. Voilà donc, c'est-à-dire A est inversible modulo B. Donc vous remarquez ici que sous ces conditions-là, c'est lorsque les entiers A et B sont premiers entre eux, alors il existe un entier U tel que A fois I est égal à congru à 1 modulo B, c'est-à-dire A est inversible modulo B. Vous voyez? Donc si on veut, donc ça existe donc ainsi. A et B sont premiers, alors donc A est inversible modulo B. Voilà. La réciproque aussi, c'est donc réciproquement. Réciproquement, donc si A est inversible, donc s'il existe, donc A est inversible, A inversible modulo B, ça en donne que A et B sont premiers entre eux. On va montrer ce résultat. Bien sûr, ça c'est simple. Donc A est inversible, on va partir de celle-ci. Donc il existe U appartient à Z tel que A fois U congru à 1 modulo B. Donc on va écrire cette relation-là par l'égalité. Donc ça implique,
Voilà, A fois U, moins 1, c'est un multiple de B, donc c'est égal à K fois B, avec K appartient à Z. Donc vous aurez que A fois U, moins K fois B est égal à 1, avec K appartient à Z. Donc si on prend D, le PGCD de A et B, D divise A, et D divise B. Puisque D divise A, D divise B, donc D divise cette combinaison linéaire, donc D divise 1, donc D égale à 1, puisque c'est un entier positif. D divise A divise B, donc ça implique que D divise A fois U moins K fois B, ça implique que D divise 1, donc ça implique que D est égal à 1, puisque c'est un entier positif. Donc la réciproque ici est vraie. Donc on va écrire donc ce théorème. Donc deux entiers A et B sont inversibles, donc si seulement si, A et B sont premiers entre eux. Voilà. Donc on va donner ces théorèmes. Donc retenons. Retenons ce résultat. On va prendre A et B sont des entiers naturels. Bien, ça appartient à Z. Et N et B appartient à N égale privé de 1. C'est un cas évident, donc là 1. On dit que A est inversible modulo B, si seulement si A et B sont premiers entre eux. Bien, on finit par un exercice que vous allez acheter chez vous. Vous allez utiliser ce théorème, l'inverse modulaire. Je vais prendre A et B sont des entiers. Voilà. Voilà, vous allez montrer la chose suivante. Montrer que A et B sont premiers entre eux. Montrer que A et B sont premiers entre eux. Si seulement si, il existe un couple UV appartient à Z au carré tel que A fois U plus B fois V égale à 1. Voilà, vous allez démontrer ces petits résultats-là. La séance prochaine, on va essayer de démontrer ces fameux résultats. Et on va voir donc comment déterminer donc, ces deux coefficients. D'accord? Et nous, on va énoncer ce qu'on appelle les théorèmes ou bien l'identité des Bézout. Et UV, ce sont des coefficients de Bézout. On va donner une méthode pour chercher donc UV qui nous seront utiles après pour résoudre les équations des hauts fonciens, les équations dans Z au carré. Voilà, un grand merci pour mes élèves, anciens et nouveaux, qui m'ont fait des commentaires pour l'autre séance. Et espérons que des intérêts se sont réalisés. Et au revoir.